j'ai proposé de discuter autour de la question comment accepter la recherche qualitative en médecine, parce que c'est vrai qu'il faut être honnête aujourd'hui. Je peux vous raconter une anecdote. C'était il y a 2 ans, au jury du PHRC, le programme hospitalier de recherche clinique, qui est l'institution française qui finance la recherche clinique, d'ailleurs qui est une institution qui fonctionne bien, je trouve. Faisant partie du jury, je peux témoigner que ça fonctionne plutôt bien. Donc des collègues du sud de la France proposaient un protocole, un essai randomisé pour évaluer une molécule dans une maladie orpheline où il y a 10 patients en France. 10 patients en France, un essai randomisé, ça fait 2 fois 5. Moi, je leur dis 2 fois 5. Si l'essai randomisé, il montre que ça marche, ça veut dire que tout le monde sait déjà que ça marche. Donc, ça ne sert à rien de faire un essai. Il faudrait faire plutôt une étude qualitative déjà, c'est-à-dire les cliniciens qui donnent déjà ce médicament, il faudrait qu'ils interrogent les patients pour savoir ce que le médicament fait aux patients. Et là, il y a un blanc. Et puis, il y a une collègue qui dit « Mais qu'est-ce que c'est une recherche qualitative ?» Et sur les 20 membres du jury, qui sont des grands médecins, chercheurs français, aucun ne savait ce que c'était qu'une méthode qualitative. Donc je leur explique en 2 mots, ils me disent « Ah, mais c'est très intéressant !» C'est très intéressant. Donc vous voyez, et c'était totalement sincère les deux, c'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas que ça existait. Et souvent, recherche qualitative, ils confondent avec variable qualitative, c'est-à-dire groupe sanguin, ABO, AB. Vous voyez, c'est qualitatif, c'est pas un nombre. Donc on fait des recherches sur des variables qualitatives. Vous voyez un peu mais en même temps, le bon côté, c'est qu'ils trouvaient ça authentiquement intéressant. Donc il y a une porte ouverte sur laquelle il faut travailler. Alors, ce qui viendrait là, donc comment faire en pratique, c'est ça, moi, c'est de ça qu'il faut discuter. C'est pas en théorie, c'est en pratique. Comment faudrait faire en pratique pour faire accepter les méthodes qualitatives? Il faudrait montrer que c'est utile. Par exemple, dans le domaine du cancer, si j'ai un cancer du sein, si je prends du tamoxifène, j'aimerais savoir ce que ça va me faire. Qu'est-ce que ça fait de prendre du tamoxifène? Si je demande à mon médecin qu'est-ce que ça va faire si je prends du tamoxifène, il va regarder la liste des effets secondaires, il va me dire statistiquement peut-être que ça pourra vous donner des bouffées de chaleur, etc., etc., etc. Bon, mais en fait, c'est pas ça que je veux, moi. Moi, je voudrais savoir ce que les gens qui prennent du tamoxifène, ça leur fait. Par exemple, peut-être que de prendre ça tous les jours pendant des années, peut-être que tous les jours, ça va me rappeler que j'ai un cancer et que peut-être que je vais mourir. Ça, c'est pas dans la liste des effets indésirables. Peut-être que, au contraire, tous les jours, je vais me dire que la vie est courte et qu'aujourd'hui, il faut que j'en profite et que peut-être qu'en fait, c'est bien. Et n'importe quel médecin vous dira que de répondre à cette question, bien entendu, c'est très important. Et c'est directement en lien avec le métier de clinicien. Le métier de clinicien consiste à répondre à ces attentes qu'ont les patients sur ce qu'on va leur faire, bien entendu. Donc normalement, faire des études qualitatives pour évaluer les médicaments en particulier, ça devrait aller de soi. Alors le problème, c'est que ça ne va pas de soi. Et ce qui est curieux, c'est que même, il y a des études qualitatives pour évaluer les médicaments, et certaines sont intéressantes. Par exemple, pour les antidépresseurs, qu'est-ce que ça fait que de prendre un antidépresseur? Si on pose ça à un jeune psychiatre, il va dire on est moins déprimé, on est moins anxieux. Non. Qu'est-ce que ça fait de prendre un antidépresseur? Eh bien, quand on fait une étude avec de l'IPA, une étude qualitative, j'en ai trouvé une de publiée. Il doit y avoir peut-être 500 essais randomisés évaluant des antidépresseurs. Une étude qualitative pour savoir ce que ça fait. Eh bien, pour le dire vite, les gens disent avant, les émotions s'accrochaient à moi, je ne pouvais pas m'en défaire. Maintenant, elles sont à distance, c'est comme s'il y avait une vitre insonorisée entre les autres et moi. Bon, parfois on a besoin d'une vitre insonorisée, parfois elle pose des problèmes. Et vous voyez comme le fait de faire une étude qualitative sur l'effet des antidépresseurs
apporte une information qu'aucune étude quantitative ne pourrait apporter. Alors ça devrait intéresser les collègues psychiatres. Alors, figurez-vous qu'en fait ça les intéresse, mais en cachette. C'est-à-dire que quand je leur dis ça, le méthylphénidate dans l'hyperactivité de l'enfant, c'est pareil. Qu'est-ce que ça fait que de prendre du méthylphénidate? C'est très subtil ce que ça fait en fait, c'est très subtil. Et donc bien sûr, et en fait ils le savent un peu, parce qu'un clinicien qui voit beaucoup de patients, de fait, fait des études qualitatives, comme M. Jourdain faisait de la médecine sans le savoir. Alors pourquoi ils le font en cachette? Pourquoi c'est pas assumé? Alors c'est là qu'il faut, et je pense que c'est cette question qui arrive au deuxième plan, donc oui, il faut faire des études qualitatives, il faut en faire pour montrer que ça marche, que c'est utile, mais il faut aller au-delà parce qu'il y a des résistances. Alors, donc j'ai essayé de réfléchir à ces résistances. Et j'ai fait un peu comme les anthropologues, c'est-à-dire j'ai essayé de regarder le monde médical en étant un peu à distance, et à vrai dire, je fais ça depuis plusieurs années. Et j'ai constaté que le monde médical, en fait, est hétérogène, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Vous savez, chez les Grecs, il y avait, chez les Grecs anciens, disaient qu'il y avait un monde supralunaire et un monde sublunaire, c'est-à-dire quand on regarde les étoiles, tout est lisse, ça marche bien, ça fait des cercles, c'est prévisible, voilà, tout est toujours mathématisé et parfait. Et puis le monde sublunaire, c'est le bazar, on n'y comprend rien, il y a la contingence, enfin, voilà. Eh bien, c'est pareil, dans la tête des médecins, il y a une médecine supralunaire et une médecine sublunaire. Et je vais vous donner un exemple expérimental qui vous montrera ça. C'était il y a une dizaine d'années à l'INSERM, où je défendais justement un projet autour de l'évaluation subjective des patients. Donc je passe devant le conseil scientifique, ce sont des gens bienveillants, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ils sont bienveillants, ils vous écoutent en souriant. Donc je leur dis voilà, la qualité de vie et tout ça, c'est important, plutôt que la survie, enfin plutôt que de souffler dans un tuyau pour savoir si un asthmatique va bien, on peut lui demander aussi comment il va, et dans la plupart des maladies. Et donc le président du conseil scientifique me dit oui c'est très bien d'interroger les gens comme ça, mais bien sûr en fait ça n'est que provisoire, c'est-à-dire qu'un jour avec l'imagerie et tout ça on saura vraiment comment ça se passe. Alors je lui dis mais pas du tout, c'est que imaginez qu'on ait un jour un instrument comme ça, un instrument on peut savoir si les gens sont déprimés. Alors, quelqu'un vient vous voir et vous dit « Ah ben je suis malheureux, j'arrive pas à dormir, puis je pense à la mort. » Vous dites « Ah, attendez, regardez, ben vous êtes déprimé, très bien, donc je vais vous soigner comme il faut, revenez me voir dans un mois. » Le patient revient vous voir un mois après, vous lui dites « Ah, bonjour, comment ça va? Ah ben, je vais regarder, ah ben vous êtes guéri. » Et puis lui, il vous dit « Ben oui, mais moi, je suis toujours malheureux, je suis toujours triste, j'ai toujours envie de mourir. Qui a raison ?» Et là, il s'arrête et il me dit « Ah mais oui, mais en médecine, c'est toujours comme ça. » Vous voyez, c'est-à-dire qu'il est président du conseil scientifique de l'INSERM, il a une représentation de la médecine, qui est une médecine où il y a des molécules, il y a des anticorps monoclonaux qui se fixent sur des récepteurs, etc. C'est supralunaire. Ça fonctionne, il y a des mécanismes que l'on comprend, c'est lisse. Et puis, c'était un cardiologue, c'était un clinicien, et il sait qu'en fait, dans la réalité, c'est plus compliqué que ça. Mais ça, c'est pas pour lui, si vous voulez. Ça, c'est le bazar de la médecine libérale, du soin, quoi. Et quelque part, dans sa tête, sans qu'il ose le formuler, ça n'est pas pour la recherche, ça n'est pas pour la science, ça n'est pas possible. Et c'est là qu'il y a le problème. Alors, c'est un problème parce que c'est un problème vraiment concret que j'ai vécu il y a 1 mois, 2 mois. L'année dernière, nous avons proposé à un étudiant de Master 2 de travailler avec de l'IPA sur le trauma chez les patients qui font un AVC. Faire un AVC, en fait, c'est traumatisant,
c'est évident de le dire, mais bien sûr on n'est pas confronté à un attentat, mais c'est à l'intérieur de votre tête qu'il y a l'attentat à vous. Et il y a des symptômes de syndrome de stress post-traumatique chez des patients qui font un AVC, mais bien sûr ils ont des difficultés à le dire parce que souvent l'AVC touche sur leur langage et donc ils sont dans des situations de grande détresse. Et donc on fait une étude qualitative pour interroger les patients, il y a eu un AVC, pour étudier ça. Et il fait bien le job, ça lui plaît, il écrit son texte, il passe une première fois pour se tenir son mémoire, il est recalé, on retravaille bien, on lui fait préparer sa présentation, etc. Eh bien, il a été recalé à la session de rattrapage, il n'a pas son master. Pourquoi? Alors que dans le jury, il y avait 2 psychiatres, dont un qui autrefois disait qu'il était psychanalyste, etc., etc. Mais c'est pas possible. Vous voyez, ils l'ont entendu raconter son étude, son échantillonnage, qui n'est pas un échantillonnage aléatoire, bien sûr. Mais dans les essais randomisés, les échantillonnages ne sont jamais aléatoires. Enfin, en médecine, dans la recherche clinique, il n'y a quasiment jamais d'échantillonnage aléatoire. Il a interrogé les gens, il a fait du codage, il y avait un double codage, il y avait un logiciel. Mais voilà, c'est un mur qui est en face des collègues et à la fin, la réponse est non, c'est pas possible, ça n'est pas nous, ça n'est pas de la science, c'est autre chose. Bon, alors... Donc si on veut que ça soit accepté par les médecins, il va falloir prendre cette question à bras-le-corps. Pourquoi ils disent non? Pourquoi il y a ce mur? Alors, en réalité, là aussi, c'est pas complètement perdu parce que le mur a une taille variable en fonction des collègues. Et que c'est un élément qui va nous permettre de tirer une ficelle pour avancer. Et ça aussi, je l'ai vécu lors du dernier jury du PHRC, où on a eu un essai pour évaluer le Qigong. Vous voyez ce que c'est, hein? C'est une espèce de soin non conventionnel, d'inspiration chinoise, une gymnastique spirituelle et tout ça. Donc très bien, le Qigong dans l'aide au sevrage de cocaïnomanes. Donc un essai randomisé, pas de problème. La méthodologie de l'essai était moyenne, mais c'est la vie, quoi. C'est-à-dire que ça aurait été une molécule, ça aurait été pareil, mais c'est posé une question du groupe contrôle. Donc le groupe contrôle, c'était traitement comme d'habitude. Et là, il y a des collègues qui ont dit « Ah mais non, on ne peut pas faire ça parce qu'il faudrait faire de la gymnastique, parce que si on fait Qigong contre traitement comme d'habitude, on ne va pas savoir si c'est le Qigong qui a de l'effet ou si c'est juste de bouger. » Vous voyez, là, on a une pensée supralunaire, c'est-à-dire, je veux comprendre le mécanisme, j'ai besoin du mécanisme pour dire que le soin est efficace. J'en ai besoin de ça. Et puis, mais il y a eu la moitié du jury qui a dit, mais non, pas du tout, on s'en fiche. Que ça soit de la gymnastique, du Qigong, l'important c'est qu'on montre que ça soit utile dans le sevrage de la cocaïne, ce qui entre nous déjà est pas facile de sevrer de la cocaïne. Et bon, alors, bien sûr, c'est une autre question de savoir si c'est mieux que la gymnastique. Mais déjà, si on montre que ça marche, après tout, comme ça coûte pas plus cher de faire du Qigong que de la gymnastique, peu importe. Et vous voyez, ça c'est une réflexion d'un clinicien sublunaire, c'est-à-dire que lui, il est dans la réalité, il est dans le bazar de la vie de tous les jours, et lui, ce qui compte, c'est que ça marche, c'est tout. Pourquoi ça marche, c'est pas son problème. Et donc là, on va avoir, vous voyez, une carte à jouer, parce que le monde de la médecine est clivé, entre la médecine supralunaire et sublunaire. Bon. Alors, donc, revenons à la question, sans arrêt, comment faut-il faire pour faire accepter les méthodologies qualitatives? Donc, il faut en faire et les faire bien. C'est-à-dire, ce qui a été dit, c'est-à-dire il faut se former, il faut qu'il y ait des protocoles avec une méthodologie, avec des critères d'inclusion, avec des modalités plus ou moins standardisées de recueil de l'information. Ça ne veut pas dire que c'est structuré, ça peut être ouvert, mais un entretien ouvert peut être standardisé, c'est-à-dire, je vais voir, c'est tel type d'investigateur qui va interroger tel type de patient, qui va prendre tant de temps, qui va recueillir ce corpus, qui sera analysé de telle façon, avec 1, 2 personnes,
avec l'IPA, la grande théorie, la discursive analysis, etc., etc. Il faut que ça soit protocolisé. Alors, vous me direz, c'est rasoir? Oui, c'est rasoir. Entre nous, c'est utile, mais de toute façon, c'est ça qui vous rendra crédible. Non, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et puis, entre nous, c'est utile. Donc, il faut le faire. Après, il faut faire la manip. Et puis après, il faut publier l'article. Et alors là, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut l'écrire en anglais. Alors, je sais bien que c'est terrible de dire ça à ma collègue qui fait des efforts, que je salue, de développer une revue en français, et c'est très bien. Sauf que si vous voulez que les collègues médecins ils vous considèrent sérieusement, il faut que les papiers soient écrits en anglais. Voilà. C'est un truc sociologique. L'anglais fait sérieux, le français, ça ne fait pas sérieux. Quoi qu'il y a dedans, quoi qu'il y a dans le papier, c'est comme ça. Ça, c'est le premier point, il faut écrire en anglais. Deuxième point, il faut que votre article y ait introduction, matériel et méthode, résultat, discussion. C'est peut-être idiot, mais là aussi, c'est sociologique. C'est comme ça qu'il fonctionne. Si vous voulez les convaincre, il faut écrire le papier comme ça. Et je vous promets que si vous écrivez un papier en anglais comme ça, ben je vous promets que déjà, les choses commenceront à changer. Alors, parce que ça marchera sur les médecins sublunaires. Après, restent les médecins supralunaires. Le problème, c'est que les médecins supralunaires, on les trouve dans les postes de pouvoir, parce que on devient supralunaire quand on s'éloigne de la clinique, et le pouvoir éloigne de la clinique. Alors, comment faire pour gérer le médecin supralunaire? Alors, il faut, je crois qu'il faut faire de l'épistémologie tranquille, c'est-à-dire pas de l'épistémologie de grands philosophes, mais quand même, ces questions sont incontournables. Ces questions sont incontournables parce que aujourd'hui, les collègues supralunaires considèrent, comme dans la physique supralunaire, qu'ils ont accès à la réalité et qu'ils ont accès à la vérité. Voilà. Ils sont persuadés de ça. Et donc, du coup, dès que nous, on leur parle d'approche qualitative, où est la réalité là-dedans? Oui, mais c'est ce que disent les gens. Mais c'est quoi ce qu'ils disent? Enfin, ça correspond à quoi? Et puis, l'analyse de contenu, mais ça dit pas vrai, quoi. Ça dit des trucs intéressants. C'est pour ça qu'on le lit en cachette. C'est intéressant, mais c'est pas scientifique, parce que la science a à voir avec le vrai et la réalité. Donc, ça n'est pas de la science, donc ça n'a pas droit de citer. Alors, bien sûr, le problème, c'est que le fait que la médecine scientifique, pour le dire vite, de l'INSERM, étudie la réalité et dit le vrai, bien sûr que c'est pas sûr. C'est pas sûr. Et donc, faut rentrer dans le débat. Il faut essayer tranquillement de démonter ça. Mais ça va être difficile parce que, naturellement, croire qu'on travaille avec la réalité et qu'on dit le vrai, c'est aussi un mécanisme de défense. Et donc, ça va être difficile de démonter ça. Mais il faut le faire. Alors, quels sont les arguments, puisqu'il va falloir le faire? Premier point, la vérité. Alors là, c'est vrai que... c'est vrai. De fait, il y a un discours de vérité autour du discours de la recherche en biomédecine. On l'entend dans les médias. Quand un neuroscientifique parle, je parle des neuroscientifiques puisque c'est ma spécialité, c'est la spécialité biomédicale qui s'intéresse à la psychiatrie. Il y a un discours de vérité. Pourquoi? Et pourquoi ce discours de vérité, il est avec les disciplines traditionnellement quantitatives et pas qualitatives? Pour un artefact qui est que, parce qu'à l'intérieur des mathématiques, il y a la vérité, on considère que toutes les sciences qui sont mathématisées disent la vérité. C'est une incompréhension épistémologique. C'est pas parce que vous utilisez un outil qui contient la notion de vérité que ce que vous dites à partir de cet outil est un discours de vérité. Ça n'a rien à voir. Et les exemples typiques, c'est la mécanique classique, par exemple en physique. La physique est complètement mathématisée. La physique a développé la mécanique classique qu'on apprend au lycée, la loi de la gravitation universelle. Cette théorie est fausse, on sait qu'elle est fausse. Si on va suffisamment vite, c'est pas vrai, ça ne marche pas. Donc la théorie est fausse.
mais elle est pourtant complètement mathématisée. Elle est juste redoutablement utile pour construire des ponts suspendus, des fusées, etc. Donc elle est utile, elle est efficace, mais elle est fausse, elle n'est pas vraie. Et les physiciens, c'est ça qui est curieux, sont très à l'aise, ils savent qu'ils n'ont pas accès à la vérité. Ils le savent très bien. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est qu'ils ont des théories et ils fonctionnent à l'intérieur de leur théorie. Et à l'intérieur de la théorie est vraie. Mais le contact avec la réalité, c'est autre chose. C'est autre chose. Cette sagesse épistémologique qu'il y a en physique, on ne l'a pas encore en médecine, en biomédecine. Et d'ailleurs, quand on regarde dans le détail en biomédecine, c'est plus compliqué parce que, en fait, la biomédecine n'est pas quantifiée. La recherche biomédicale n'est pas une recherche quantitative, comme la physique, ça n'a rien à voir. On n'a pas de modèle globalisant du patient qui serait que à partir de nombres. Enfin, et même la biologie moléculaire, par exemple, ce n'est pas une discipline quantitative. Le plus souvent, dans un article de biologie moléculaire, il n'y a pas d'équation différentielle, il n'y a pas de nombre. Il y a des gels, il y a des anticorps. Un anticorps, ce n'est pas un nombre. En fait, quand on regarde le détail de la mathématisation du domaine biomédical, vous avez, c'est vrai, certains bouts qui sont mathématisés, je dirais, qui sont symbolisés, qui sont, pour décrire la science, on a recours à un système symbolique dur. Donc on se rapproche de quelque chose que l'on dit traditionnellement être mathématique. Alors, où c'est vraiment des nombres, comme en pharmacocinétique, ou c'est en fait une symbolisation dure, mais avec des lettres, comme la biologie moléculaire, que l'on considère abusivement comme quantitative, mais qui est en fait symbolisée de façon dure par des lettres. Donc on a ça, on a un dispositif, on a un pan de la recherche biomédicale, il est vrai, qui est symbolisé de façon dure. Mais l'immense majorité des articles du New England Journal of Medicine, du Lancet, du BMJ et du JAMA, qui sont les grandes revues médicales, ne sont pas des articles de biologie moléculaire, ne sont pas des articles où il y a des équations différentielles, il y a des statistiques dedans. Et la statistique, c'est pas pareil que la mathématique. À l'intérieur de la mathématique, il y a du vrai. À l'intérieur de la statistique, il n'y a pas de vrai. Le vrai statistique, ça n'existe pas. Les lois mathématiques qu'il y a dans cette sous-partie de la recherche biomédicale, comme en physique, on sait qu'elles sont fausses, mais elles ont l'avantage d'être universelles et donc de simplifier les représentations de façon extrême et donc d'être fascinantes pour les chercheurs et d'être assez utiles en pratique pour développer de nouvelles molécules. Ça, c'est pour le côté mathématique. Pour le côté statistique, ce n'est pas du tout la même chose. La statistique en médecine donne des vérités pour des sujets moyens qui n'existent pas. C'est exactement le contraire de ce qui se passe pour le côté mathématisé. La mathématique donne des lois universelles qui sont fausses. La statistique donne des lois vraies pour des sujets qui n'existent pas. Dans le fond, ça n'a rien à voir. Mais les deux sont efficaces. Les essais randomisés en cancérologie travaillent sur des sujets moyens qui n'existent pas, et pourtant, ils ont changé complètement le pronostic du cancer du sein. Autant que la découverte des molécules. Mais vous voyez que, du coup, ce discours de vérité, il ne tient plus la route. Il ne tient plus la route. Et que, du coup, l'approche herméneutique qu'il y a dans les recherches qualitatives, eh bien, voilà, elle a droit de citer au même titre que le discours statistique et le discours mathématique. C'est un autre discours sur le sens. Donc ça, c'est pour la perspective autour de la vérité. La vérité, en fait, c'est plus compliqué que ça. Deuxième point, la question de la réalité, qui est, à vrai dire, la plus délicate. C'est que... donc vous savez que dans l'épistémologie des recherches qualitatives, on n'est plus dans une approche positiviste, on est post-positiviste, constructiviste, du réalisme empirique, du réalisme pragmatique, enfin il y en a des tartines. Donc s'il y en a des tartines, c'est que le problème n'est pas encore résolu et qu'on ne sait pas trop où on est par rapport à la réalité. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail puisqu'il me reste 5 minutes et puis que la question c'est comment faire en pratique pour faire accepter les choses aux collègues. Donc,
Soyons simples. Un sujet humain qui soit chercheur, et en particulier s'il est clinicien, et en particulier au carré s'il est patient, qu'est-ce qui s'impose à lui? Le fait que lui, il existe. C'est vraiment ça qu'on considère comme étant vrai a priori. Deuxième chose qu'on est obligé d'accepter, c'est qu'on n'est pas tout seul. Alors, on peut être solipsiste, hein, mais bon, à ce moment-là, on tourne en rond puisque voilà, on est à l'intérieur de soi et c'est pas très intéressant. Donc, autre chose existe. C'est pour ça qu'on ne peut pas être complètement constructiviste. On est bien obligé que s'il y a autre chose que soi, cette autre chose a à voir avec ce qu'on appelle la réalité, ce que l'on appelle la réalité. Donc, on est obligé d'accepter un peu la notion de réalité. C'est pour ça que dans les recherches qualitatives, on est toujours un peu post-positiviste, qu'on postule l'existence d'une réalité. Ok. Alors, cette réalité que l'on postule exister, c'est compliqué parce qu'en médecine, vous voyez autour de vous, là, il y a des organes. Bon, qui va dénier l'existence des organes? Bon, on ne peut pas. Les organes font partie de la réalité. On a tous un foie, deux reins, une vessie, etc., quoi, et un cerveau. On ne peut pas dire que c'est pas vrai. C'est pas possible. Si on travaille dans le monde médical, on est obligé de dire que les organes font partie de la réalité. Enfin. Ok. Alors après, la question, c'est la réalité du patient. C'est que, donc, il y a les organes, le corps, qui n'est pas l'ensemble des organes, et puis il y a le patient. Alors, quelle est la réalité du patient? Et là, ça devient très compliqué, parce que, de façon générale, prenez la personne que vous connaissez le mieux. Qu'est-ce que vous en connaissez en réalité? Quel est son statut de réalité? Dès qu'on a vieilli un peu, on se rend compte que la personne avec qui on vit peut vous réserver des surprises considérables. Et qu'en fait, vous vivez avec une construction que vous vous faites de la personne avec qui vous vivez. Et c'est comme ça que font les êtres humains. Donc, et c'est comme ça que ça se passe avec un patient. Et c'est comme ça que le patient se passe avec vous. C'est-à-dire que quand on est avec un autre être humain, on est nécessairement constructiviste. Nécessairement. Alors, mais ça c'est entre nous, donc j'ai vu que vous étiez d'accord avec moi, parce que c'est votre formation, c'est-à-dire vous avez l'habitude. Mais là, il y a un problème, c'est que, avec des collègues supralunaires, on est en tension avec ça. On est en tension avec ça, et là c'est vraiment défensif, parce que leur dire qu'ils ne connaissent pas la personne avec qui ils vivent, ça c'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter. Alors je trouve qu'aujourd'hui, il y a, si on va vraiment isoler le fond du fond de la question, il est en rapport avec les sciences cognitives, parce que derrière les sciences cognitives, il y a une tentative de rendre positif le sujet pensant, le sujet, le patient. Puisqu'on a d'un côté des organes, on a en particulier un organe qui est le cerveau, et le sujet pensant, en fait, est un système de traitement de l'information. Donc vous voyez, on a, avec les sciences cognitives plus la biologie, une tentative de théorie de grande unification du sujet, complètement positiviste. Et la question, c'est est-ce que cette théorie, elle est acceptable? Est-ce que vraiment on peut dire que c'est une théorie qui explique tout potentiellement? Potentiellement, hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, elle n'explique pas tout, bien entendu. Mais est-ce que, en tant que théorie, elle peut être censée tout expliquer, ou est-ce que, fondamentalement, non? Elle ne peut pas prétendre aborder le sujet dans son intégrité. Alors vous allez me dire, ben non, bien sûr que non, c'est pas possible. Le sujet pensant n'est pas un système de traitement de l'information, on est plus que ça, oui. On n'a pas envie de voir qu'on est un système de traitement de l'information. Ça, c'est sûr qu'on n'a pas envie de le voir. Mais j'en parle beaucoup avec des collègues, en particulier psychanalystes, et je suis surpris. Je suis surpris parce que, regardez, les topiques, l'inconscient, quelque part, c'est un discours autour du traitement de l'information. Et d'ailleurs, le sujet de la psychanalyse, c'est pas si simple que ça. Quel est le sujet ?
puisqu'il est multiple, quel est-il vraiment? Et donc je crois que si nous voulons vraiment aller au bout du challenge de nos collègues neuroscientifiques et biologistes autour de la question de l'acceptation des méthodologies qualitatives, il faut que l'on soit, nous, complètement clairs, enfin, vous en particulier, complètement clairs sur la question de l'épistémologie du sujet. Moi, celle que je retiens, c'est, en tant qu'à la fois que chercheur et que clinicien, c'est l'approche phénoménologique. C'est qui je trouve qui est l'approche la plus à même de challenger la perspective biomédicale actuelle. C'est que quand j'ai un patient en face de moi, quand ce patient est en face de moi, il a peur de la mort. Toute personne en contact avec un médecin, la mort est rappelée dans l'entretien, il a peur de la mort, et donc il est face avant tout à lui-même. Et donc le fait de le considérer comme un système de traitement de l'information, ça n'est pas vrai, parce que c'est pas... Quand on dit que nous sommes un système de traitement de l'information, on considère que la réalité préexiste et que nous sommes un élément de cette réalité qui traite les informations issues de la réalité. Or, le statut de patient, c'est exactement le contraire. Qu'est-ce qui prime? C'est lui. C'est lui qui prime, et lui, il est dans le monde, et d'ailleurs, il risque de quitter ce monde de façon prématurée, pour lui. Donc c'est lui, c'est son regard qui compte, et le monde, il ne sait pas ce que c'est. Et il a en face de lui un médecin, et il ne sait pas ce que c'est que ce médecin, et il ne sait pas ce que ce médecin va comprendre de lui. Donc la position existentialiste décentre complètement la réalité qui est extérieure à l'individu dans l'approche biologique contemporaine et qui est intérieure à l'individu dans l'approche existentielle et phénoménologique. Et je pense que du coup, c'est ça qui fait que l'approche dite quantitative, c'est-à-dire en fait positiviste biologique, est fondamentalement victime d'une incomplétude parce qu'elle ne peut pas comprendre ce qu'est le sujet à la première personne. Bon, mais là, moi ce que je vous dis là, c'est vraiment quelque chose à creuser. Je n'en suis pas encore complètement convaincu. C'est pour ça que j'en serais ravi de discuter avec vous un petit peu.